Le thé ou le café sont des rituels souvent très importants pour la majeure partie d'entre nous. Mais dans ce geste anodin se cachent énormément de choses. Si je vous dis thé, vous pensez sûrement à relaxation, zen, méditation, et pourtant ce produit a entraîné 2 bagarres dans l'histoire. Vous pensez que le café est un produit de riche et nocif pour la santé ? Laissez-moi faire le tri dans tout ça. Pour investiguer en profondeur dans le marc de café ou dans les feuilles de thé, j'ai fait appel au fils de pub. Vous pouvez m'appeler le génie de la cafetière. Pour qu'il m'aide à faire le lien entre culture, cinéma et publicité. Pour parler de ces breuvages si présents dans nos vies. C'est parti! Mais avant, je vais aller me refaire une petite tasse. Picture me upon your knee, with tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. L'histoire du café est très mouvementée. On est à peu près sûr de rien quant à sa découverte, ni même celui qui aurait nommé le café pour la première fois. C'est Legend Time! Ce serait au Yémen ou en Éthiopie où pour la première fois on aurait cultivé du café. La légende raconte que des chèvres d'un berger auraient brouté ces fameuses feuilles de café et auraient été complètement boostées. Ce qui aurait intrigué le berger. Et de là serait partie la culture du café. Mais si la culture commence au Yémen, c'est sûr que la plante vient d'Éthiopie, et plus particulièrement du plateau de Kaffa, dont le nom serait peut-être issu. Ces plantes seraient utilisées en Éthiopie depuis la préhistoire, mais seraient arrivées seulement au Yémen au VIe siècle. Si le nom original a plusieurs points d'origine, le mot va de plus en plus se transformer en arrivant dans chaque culture. Le café devient important pour les musulmans car il remplace le vin et autres alcools interdits. Le café est alors emporté avec les pèlerins musulmans qui l'auraient appelé kawa, signifiant revigorant. La cérémonie du café devient alors un symbole très fort de la convivialité et de l'hospitalité. Tout comme la cérémonie du thé, la cérémonie du café a des étapes très précises, un savoir-faire mais aussi des règles, comme par exemple, souvent c'est le plus ancien qui est autorisé à boire le premier. On notera que les femmes et les hommes peuvent en boire, et ce, de n'importe quelle classe sociale. Ah oui, les femmes peuvent boire du café, hein. On le voit bien dans les pubs. Mais attention, si vous en buvez, ou si vous voulez en boire, ça implique d'être dans une relation de séduction avec un homme. Comme on peut pas trop vous faire goûter la boisson via la télé, ils mettent de la tension sexuelle. Mais je vois pas bien le rapport en fait. Bon, le côté réconfortant et savoir-faire, on le retrouve surtout avec le café grand-mère. Parce qu'on sait tous que... Grand-mère sait faire un bon café. Mais il est dégueulasse! En tout cas, ça reste un positionnement assez rare dans la pub. Et Nescafé aussi s'y est essayé. Mais dans une publicité un peu tire-larme. Un homme, face à toutes les personnes rencontrées dans sa vie, réalise soudain qu'il a perdu contact avec tous, même avec les plus proches. Il les invite alors à partager un café ensemble, pour profiter de l'instant. Non, je pleure pas! Mais bref, en règle générale, les publicités sur le café se positionnent surtout sur le côté produit de luxe. Ça va, Raph? C'est si beau. Le café arrive dans l'Empire ottoman, puis passe en Italie, où il prend enfin le nom de café avec 2 F, puis en France, où on peut trouver en 1610 l'écriture KV ou café. C'est en 1654 que le premier établissement autorisé à servir du café en France ouvre ses portes à Marseille. Le mot kawa, venant des dialectes du Maghreb avant 1830, est encore utilisé dans le registre argotique en France. Le fameux petit kawa. À la tienne, Étienne. Mais je m'appelle pas Étienne. Enfin, je crois pas. Pendant le règne du pape Clément VIII, il lui est demandé d'interdire le café pour cause de breuvage d'infidèles. Mais le pape goûte cette nouvelle boisson et trouve ce breuvage si doux qu'il trouve ça dommage que seuls les musulmans en boivent. Voilà un homme plein de bon sens! Le café est très convoité des imams ou des moines, puisqu'il permet de rester éveillé bien plus longtemps. La dévotion est donc prolongée. Nous verrons dans la partie sur les coffee shops que ces établissements, par exemple en Angleterre, ont permis d'énormes avancées scientifiques. Ce n'est qu'en 1689 qu'il va traverser l'Atlantique pour atteindre Boston. Et avant, il aura conquis la Belgique, l'Allemagne et l'Autriche. Les Français permettront la cultivation du café dans les Antilles ou aux Amériques grâce à nos merveilleuses colonies esclavagistes. C'est bizarre parce que les colonies, ils en parlent pas dans les pubs. Et moi aussi, ça m'a surpris. Par contre, ils aiment bien jouer sur le côté exotique et lointain de ces grains, qu'ils nous ramènent jusqu'à chez nous. Les Anglais aussi tenteront la culture du café à Ceylan, maintenant le Sri Lanka,
Mais cela échouera et ils remplaceront tout ça par une culture du thé. Pas le temps de niaiser les English. Le café brésilien commence grâce à des passages illégaux de plants de café vers ce pays, depuis la Guyane. On est même les champions de production en 1775. Bravo le veau. Alors là par contre c'est marrant parce que Jacques Vabre a vachement joué avec le côté illégal brésilien. Comprenez par là que c'est toujours un brigand brésilien qui essaye de la jouer à l'envers à notre honnête revendeur de café, qui est expert dans son domaine. Genre les gars ont grave négocié pour nous quoi. Et d'ailleurs les nuls les avaient parodiés à l'époque. Oh mais alors gringo, il a l'air drôlement bon votre café cette année. Mais quel café? C'est du riz. C'est du riz ça. Ah c'est du riz? Eh. Ah ouais, autant pour moi. Salut les gars. Ah, hey, qu'est-ce qu'il est con le gringo. Comme on a déjà pu le sentir, c'est son pouvoir boostant qui a permis son ascension dans le monde. Les premiers symboles qu'on pourrait lui attribuer, et ça depuis le début, c'est des symboles de dépassement de soi, d'éveil, mais aussi de performance. La caféine permettrait donc d'aller plus loin, c'est pour ça que les imams et les moines, comme je l'ai dit plus tôt, l'utilisent pour rester éveillés plus longtemps. Il permet aussi de garder l'esprit clair, un bon point pour les hommes religieux. Maintenant, ces symboles sont un poil extrêmes, voire pervertis. Le café permet la performance à outrance, au dépassement de soi, quitte à en perdre la santé. Notre société part à volo, ma bonne dame. Il est le symbole de tout ce qui est reproché au capitalisme et au travail acharné. On boit du café pour tenir, on boit du café pour travailler encore plus, malgré la fatigue du corps. Je grossis bien sûr le trait, et encore. On trouve bien sûr ce fameux cliché qui veut qu'une personne n'ayant pas bu son café le matin est complètement zombiesque. Je ne dis pas que tout le monde exagère, mais souvent au cinéma ce trait est très appuyé, ce qui en fait un très bon cliché. Ça j'ai aussi, hein. En mode, ma fille est dans le brouillard tant qu'elle a pas eu son café. Littéralement. Il joue sur l'identification. À qui a pas la tête dans le cul le matin? Moi. Et c'est même le seul moment où je suis réveillée dans la journée. Rejoignant le symbole précédent et toujours actuel, car celui-ci a bien bougé, c'est maintenant un symbole de domination. Même si tout le monde en boit, le chef a un pouvoir supplémentaire avec le café. Il peut demander à ce qu'on lui prépare son café. Pouvoir suprême que d'en avoir plus à faire ce geste. C'est eux qui font le café sont donc des subalternes. Ce comble du luxe que d'avoir quelqu'un qui nous prépare notre café. Comme le café est une boisson presque universelle, se bagarrant avec le thé dans certains marchés, le fait de ne plus avoir à préparer cette boisson emporte tous les symboles de la réussite, du pouvoir et de l'argent associé. Le café représente donc un certain statut social. Le café est un produit de luxe. En tout cas, c'est la représentation la plus véhiculée dans les publicités. Que ce soit en filigrane, où le consommateur est souvent représenté par un blanc clairement aisé, ou de manière directe. Genre avec la désignation or absolu et de la musique d'opéra. C'est assez clair là? Bon, et bien que ça ait évolué, c'est quelque chose qu'on retrouve clairement dans le positionnement marketing de Nescafé. Rappelons-nous de la première pub de ce bon vieux Georges. Bah déjà la boutique. Grande baie et porte vitrée. C'est clairement pas le troquet du coin. Une femme lui donne les clés de sa voiture de sport et lui parle comme un voiturier. Et bien entendu, on a Monsieur Clounet, tout en classe et en élégance. Avec la petite pointe d'autodérision qu'il faut pour éviter de prendre tout ça trop au sérieux. Ah, il était la parfaite égérie pour eux. Et ça, c'est la stratégie de l'endossement. On va associer l'image de la star avec celle de la marque. Cette représentation a beaucoup évolué puisqu'avant, le café était plutôt symbole de mixité culturelle et sociale. Comme on l'a vu, les cérémonies permettent à tout le monde d'y participer. Même les femmes! Vous vous rendez compte? En Angleterre, les coffee shops prendront la même place que les cafés philosophiques en France pendant le temps des Lumières. Le café est aussi un symbole d'union et d'échange paradoxalement. C'est d'ailleurs ce que va nous vendre Starbucks et autres consorts du genre. En effet, le positionnement marketing de Starbucks, c'est le contact humain et la proximité, comme dans cette pub qu'ils avaient sorti en Angleterre, dont je vais vous résumer la voix off, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est toujours considérés comme des numéros, comme des adresses IP. Et ben nous, On fait pas comme ça. on vous appelle par votre nom. Ouais, alors qu'en fait t'as pas écorché des prénoms. Et je vous invite à regarder l'onglet images quand on tape Starbucks Name dans un moteur de recherche. Les symboles du café sont très étonnants car ils ont changé beaucoup au cours du temps. Le café a dû prendre une place de boisson assez virile, Kawa 3000, la boisson des vrais bonhommes. Sûrement dû à son amertume car c'est bien connu, les femmes ne boivent ou ne mangent que des choses douces et sucrées. Les femmes boivent autant de café que les hommes et pourtant le café est vendu comme une boisson d'adultes et plus précisément d'hommes. Presque autant qu'une bonne liqueur faite dans son garage avec de l'alcool à 90. Les vrais hommes prennent donc leur café noir et sans sucre. Y a-t-il un pilote dans l'avion se moquera de ce cliché du café plus noir que noir en donnant une réplique à une enfant qui prend son café, je cite, « noir comme mes hommes » ou comme les hommes. Ce qui choque l'autre gamin assis à côté d'elle. Cette réplique est très équivoque en français, bien moins subtile en anglais. Pour une fois, la VF est bien plus intéressante.
Il envoie donc 2 clichés en l'air, la boisson d'homme viril et la boisson d'adulte. C'est un pack, un cliché défoncé, un offert. Dans ce film, il se moque aussi de l'obsession qu'ont les Américains avec le café, qu'ils boiraient comme de l'eau. En même temps, leur café c'est de l'eau. Pas exactement. Il n'y a plus une goutte de café dans cet avion. Donc lorsque l'on voit un homme, et qui plus est un policier prendre un café au lait, on sent que le mythe de l'homme fort est bousculé. Miss, could I get some milk? Dans le film Anamorph, le détective Stan Aubrey prend un café au lait. Il signe là sa douceur. Nous le verrons avec les symboles de la vache, animal féminin par excellence, et du lait, boisson maternelle. Mais c'est surtout un fait rare pour un personnage masculin au cinéma. Car j'ai eu l'idée de ce symbolique en voyant cette scène. Dans un film policier bien sombre, avec des meurtres bien glauques, voir tout à coup le héros prendre un petit kawa au lait sans pression m'a surprise, alors que bon, tous les hommes ne prennent pas forcément leur café noir et sans sucre. Comme quoi les préjugés sont vite intégrés. Ce qui est étrange avec le café, c'est que je ne sais absolument pas définir si c'est un produit de luxe ou bien de pauvre. Sûrement les deux, sûrement une variation au cours du temps. J'ai eu beau chercher dans des études ou dans des papiers de chercheurs, je n'ai pas eu la réponse claire. Mais on peut voir que le café est une boisson importante aux US, et nous verrons avec le thé pourquoi c'est le cas. C'est ainsi que dans les westerns, les protagonistes se font souvent du café. Dans Danse avec les loups, le lieutenant John Dunbar moue et offre du café au Lakota. Est-ce qu'on doit y voir une parfaite scène d'amitié ou y voir une volonté de montrer que l'homme blanc a des trésors que les Native Americans vont convoiter? Chacun verra ce qu'il veut y voir. Il y a souvent un autre trope utilisé au cinéma, c'est la qualité du breuvage. Quand un café est dégueulasse, c'est souvent souligné avec beaucoup d'élégance. Les jus de chaussettes sont souvent présentés dans des administrations, comme dans les commissariats ou au QG des Men in Blacks par exemple. Ça n'empêche pas les Worms d'en boire des tonneaux. You call this coffee? I call this America. Et dans la plupart des pubs qu'on a vues, en tout cas c'est très clair. Le café est un produit de luxe. Et pour les pécores, on a le lyophilisé. Je pense qu'au début ils ont voulu le vendre comme une innovation aux classes aisées et pressées. La porcelaine dans le jardin, à discuter des boutures de roses. Clairement ces gens-là sont pas de la classe moyenne. Mais très vite on voit apparaître des gens plus modestes dans les publicités pour le café instantané. Comme pour le thé, le café peut être aussi utilisé comme boisson magique. Il n'y a pas de petites économies. La cafédomancie permet de lire dans le mar de café. Voilà, si ça vous intéresse, il y a plein de sites pour vous aider à décrypter tous les signes qu'on peut trouver dans le mar de café. Petit tips étonnant par contre. La couleur de la tasse influerait sur notre perception de l'amertume. Donc une tasse blanche va plutôt donner une idée d'amertume au café, alors qu'une tasse bleue l'adoucira. C'est peut-être pour ça qu'au cinéma ou dans les séries, on voit souvent des tasses bleues. Ou peut-être que c'est juste une sorte d'harmonie colorimétrique entre le marron et le bleu. Le café est souvent bu en groupe et c'est l'un de ses symboles, le symbole du lien social. En Moyen-Orient ou à l'est de l'Afrique, on boit le café dans des coffee shops. C'est un lieu d'échange où l'on joue aux échecs, où on discute, où les gens se mélangent, où les idées se rencontrent. C'est, comme le dit Foucault, une hétérotopie. Une hétérotopie est un lieu qui a ses règles propres à l'intérieur même de la société. Un lieu abritant l'utopie, un lieu accueillant l'ouvert et le fermé, une notion autre du temps. Foucault appelle d'ailleurs ces lieux les lieux autres. On peut y mettre dans cette catégorie les gares, les bibliothèques ou encore les cabanes que l'on fait enfant. Le coffee shop est arrivé en Angleterre avec la production de café dans les années 1670. C'est un lieu qui devient une sorte de bouillon de culture car tout le monde y est accepté et aucune classe sociale ne prévaut sur l'autre. On peut donc y voir à 2 tables près des aristocrates ou des mineurs. C'est un peu nos cafés philosophiques, où les esprits se rencontrent sans barrière sociale. Il paraît même que c'est dans un coffee house que Halley et d'autres physiciens se sont demandé comment la gravité des planètes fonctionnait. Mais là, on s'égare. En France aussi, le café devient un lieu d'échange et potentiellement de révolution. Dans les autres pays aussi. Le café dit français est un établissement propre à la culture de ce pays. On l'appelle aussi bistrot car on n'y boit pas que du café. Le cinéma de la nouvelle vague l'a beaucoup utilisé dans ses films car comme on l'a vu, c'est à la fois un lieu ouvert et fermé, montrant l'intime et le social. C'est exactement ce genre de sensation que Starbucks va utiliser pour promouvoir ses coffee shops. Être chez soi, à l'extérieur. Le coffee shop est maintenant très américanisé, les valeurs prônées sont plutôt celles du cocooning, de la détente ou encore de la relaxation. Large is large,
In fact, tall is large, and grande is Spanish for large. Venti's the only one that doesn't mean large. It's also the only one that's Italian. Congratulations, you're stupid in 3 languages. Mais peut-être que vous n'êtes pas du tout amateur ou amatrice de café, et nous allons donc plutôt parler de sa concurrente directe, le thé. Transition parfaite pour parler du thé et de ses valeurs plutôt positives dans l'inconscient collectif. Mais n'est-ce qu'une boisson de gens calmes et distingués? Le thé est une boisson bue et appréciée depuis extrêmement longtemps. Il aurait été utilisé en Chine pour ses vertus médicinales au 1er siècle, et ensuite il aurait voyagé partout dans le monde grâce au commerce portugais. Les plus grands consommateurs de thé actuellement sont donc les pays arabes, comme le Koweït, les Émirats arabes, le Maroc ou la Tunisie, l'Angleterre et l'Irlande, la Mauritanie ou encore les Seychelles. Mais d'où vient le thé? Enfin, dans ses légendes, bien sûr. C'est Legend Time! En Chine, ce serait l'empereur Shinong qui aurait découvert par hasard ce breuvage. Il serait allé faire une petite balade, se serait installé sous un arbre, aurait commencé à faire chauffer de l'eau sous cet arbre, des feuilles en seraient tombées, et là, paf! Ça fait du thé. En Inde, c'est le prince Dharma qui souhaite montrer sa dévotion et veut prêcher la doctrine de Bouddha pendant 9 ans. Bien sûr, pendant ces 9 ans, il ne doit pas dormir. Sauf qu'au bout de 3 ans, il somnole. Et là, il arrache par hasard des feuilles de théier, les mange et découvre le pouvoir excitant de la plante. Et au Japon, ils font dans la dentelle. Bodhidharma se serait effectivement endormi après 3 ans. Au réveil, furieux, il se serait découpé les paupières et les aurait jetées de rage. Revenant quelques temps plus tard sur les lieux où il avait jeté ses paupières, il aurait découvert alors un nouvel arbre. Il aurait goûté ses feuilles et aurait remarqué que ces feuilles permettent de garder les yeux ouverts. Bon, évidemment, les pubs évoquent jamais cette légende. Je vous resserre une infusion de paupières. Par contre, le côté asiatique, là, ils hésitent pas. La musique, le style, l'évocation de la tradition et des pays exotiques, voire même fantastique. Ah bah ça, on l'a bien. Et là, on nous colle carrément des pandas qui pêchent. Vous avez vu comme il est exotique, notre thé? La cérémonie du thé au Japon est une ode à la beauté, répétée pour obtenir la perfection. Mais la toute première cérémonie du thé remonte lorsque Hing-Hi donnera une coupe à Lao Tse, qui lui donnera en échange le Tao Te Ching. La cérémonie du thé a été un rite communiel au départ. Elle tentait de réduire les passions, la rudesse des mœurs, mais aussi d'établir la paix. Mais maintenant, elle est vue comme un dépouillement de l'acte, de l'individualité et de la sobriété. Comme dans toutes les activités du zen, le but est que l'ego ne participe pas à l'acte. Il faut que ce soit la vacuité ou la nature proposée qui agisse. Le thé est donc l'essence à laquelle participe le soi, mais dans une participation active et qui veille. Tout ça dans un silence contemplatif. Le thé s'imposera dans le monde grâce aux échanges commerciaux, tout comme le café. En Angleterre, il fera même un mini-scandale car les gens pensaient qu'il faisait perdre l'amabilité et la stature aux hommes et la beauté aux femmes. Mais son commerce continuera. Il y a même une taxe dessus, ce qui fait que ça devient un produit de luxe et ça créera un marché noir. Mais la taxe a été abolie ensuite et le thé deviendra la boisson nationale au XVIIIe siècle. Tout le monde connaît le fameux tea time des Anglais, qui est une sorte de repas, de grosse collation pour tenir jusqu'au soir, puisque le déjeuner n'est pas un repas important pour eux. Enfin, à une époque. Ah, le thé anglais. Certaines marques, anglaises bien évidemment, vont mettre en avant cette tradition. Oubliez le vieux made chinois. Ici, on nous sort la reine Victoria. Bon bah voilà que je fais des verres. Plus punk, on a cette pub qui nous montre des gens devant un magasin. On nous suggère subtilement qu'ils attendent des places pour un concert. Ouais, avec les affiches sur le rideau là. Mais que nenni! Une femme parfaitement apprêtée sort du sac de couchage. Ah, c'était pas un sac mortuaire. Et là, plot twist! En fait, elle attendait l'ouverture de son magasin de thé, en dormant en jupe et en talons. Bien entendu. Eh bien, le thé anglais n'a pas que des symboles de relaxation ou de lien. Dans les années 1850, les villes anglaises qui produisaient des théières ont vu le nombre d'ouvrières être atteintes du saturnisme, un empoisonnement au plomb, grimper en flèche. Mais ces maladies sont cachées à la population. Des lois sanitaires vont apparaître en 1890 et des inspections seront menées par des femmes dans les usines pour protéger les ouvrières et leurs enfants. Ces femmes deviennent alors le symbole du progressisme social et ouvrier autour de la production des théières. Bien loin donc de ces salons luxueux où l'on y boit dans ces mêmes théières. La vision sociale du thé continuera avec les images de propagande anglaise destinées à rassurer celles et ceux restés à l'arrière, qui montrent des soldats prenant le thé détendus pendant la Première Guerre mondiale. Même en temps de guerre, il y a du temps pour se faire une petite tasse en papotant. Le saviez-tu, mais le thé est un petit peu la boisson de la discorde pour les Anglais. La bagarre. 2 guerres ont commencé à cause d'une sombre histoire de feuilles de thé. Les Anglais sont dépendants pendant longtemps des Chinois pour l'importation du thé.
Si bien que devant les pressions chinoises, les Anglais vont implanter l'opium en Chine pour rendre addicts les commerciaux et avoir une monnaie d'échange plus simple. Ce sera le début de la guerre de l'opium et qui verra Hong Kong être annexé par les Anglais en 1842. Ils sont réellement accros les Anglais. Les Chinois ne sont pas les seuls à taxer comme des porcs leurs marchandises. Les Anglais feront payer très cher le thé aux nouveaux Américains. Quelques habitants de Boston couleront un bateau rempli de thé pour leur montrer leur mécontentement devant les prix exorbitants de la marchandise. C'est le début de la guerre de sécession. Boire du café devient alors un acte patriote. Et voilà pourquoi le café prend la place de choix aux US devant le thé. Ce qui est drôle, c'est que la théine et la caféine sont exactement la même molécule. Donc que l'on soit team thé ou team café, c'est pareil. Il y a juste le goût qui change en fait. Une des valeurs les plus mises en avant, c'est bien sûr les bienfaits du thé. Le thé est d'ailleurs cultivé en premier en Chine pour ses valeurs curatives. Le thé contient des antioxydants qui permettraient de réduire ou de ne pas favoriser certains cancers, mais permettrait aussi de réduire les incidents cardiovasculaires. Il jouerait aussi sur la mémoire, les diabètes de type 2 et aiderait à mincir. Ah oui, mincir. Pardon. Ça c'est un ressort beaucoup utilisé pour les publicités de thé. Si on les écoute, boire un thé, ça serait comme se faire une grosse fringale entre copines. Et vas-y qu'on croque dans des fruits gigantesques, ou qu'on bouffe une tasse comme si c'était un muffin. Le message, mesdames, c'est « Vous allez vous régaler sans prendre 1 kilo !» Et pourquoi je dis mesdames ? Si on en croit la pub, les hommes ne boivent visiblement pas de thé. Et bordel, si on veut manger un muffin, on mange un muffin. Non, c'est pas un muffin, hein. J'ai que du chocolat, désolé. Mais vous avez compris, hein. C'est vraiment bête que j'aime pas le goût du thé, moi. En vrai, le café procure aussi la plupart des vertus que l'on donne au thé. Bah, je vous rappelle que c'est la même molécule, hein. Faut juste pas en boire des litres. Au cinéma, on verra souvent les buveurs et buveuses de thé comme raffinés. C'est surtout dû au récipient et à ce fameux cliché du riche anglais. Une belle porcelaine de Chine est toujours plus classe qu'un mug bleu. La porcelaine sera savamment utilisée dans Get Out, grâce à son bruit si caractéristique. Where is your mom? D'ailleurs, les personnages anglais dans les séries ou dans les films sont souvent caricaturés comme des énormes buveurs de thé. Mais c'est toujours l'occasion de profiter d'un bel accent british. Dans Scott Pilgrim, Ramona nous fera la liste de tous les thés qu'elle a chez elle, et gosh, il y en a un paquet, ça nous montre la diversité qu'il peut y avoir dans le thé. Une belle référence est faite dans Snatch, où Bricktop boit régulièrement du thé, et l'un des protagonistes, Turkish, lui demande s'il veut du sucre. Bricktop lui répondra qu'il est déjà assez sweet, donc assez sucré comme ça. You take sugar? No, thank you, Turkish. I'm sweet enough. Mais le thé reste avant tout, comme on l'a vu pour le café, une boisson sociale, une boisson de normes. Dans Elephant Man, Frederick Crave, propose à John Merrick, l'homme atteint de neurofibromatose de type 1, d'aller prendre le thé pour le remettre dans une norme de vie. Un geste presque banal. L'occasion d'une scène très touchante sur le traitement que l'on ne réserve normalement pas à cet homme physiquement hors de la norme. I'm very pleased to meet you, Mr. Merrick. I not used to be treated so well, but... Le thé, comme le café, porte au cinéma les mêmes symboles qu'on lui donne dans la vraie vie. Mais comme beaucoup de symboles, ils sont souvent poussés à leur paroxysme, ça en devient des clichés. Les hommes ne boivent que du thé noir, bien fort et sans sucre. Le thé est une boisson de riche, anglaise, que l'on boit par litre. Les femmes boivent du thé, qui souvent accorde des valeurs de raffinement, de zen, de relaxation, mais aussi de minceur. Tous ces clichés sont bien sûr véhiculés par le cinéma, mais aussi par la publicité, qui essaye de nous montrer la meilleure vision de leurs produits pour nous la vendre. Mais comprendre et connaître ces clichés permet de les repérer pour ensuite soit les déconstruire, soit juste être conscient que ce sont des biais de pensée. La pub se fait un plaisir de s'approprier toutes ces représentations, bon, que les plus plaisantes, hein, attention, de manière à se lier à notre imaginaire collectif, quitte à le caricaturer au passage. Tout ça pour nous vendre des capsules qui polluent grave et des machines à thé, alors que c'est... J'espère que cet épisode sur ces deux boissons que l'on pense souvent concurrentes alors que c'est exactement la même molécule vous aura plu, intéressé et vous aura appris des choses. Merci donc au fils de pub pour son aide sur cet épisode et au plaisir que j'ai eu à travailler avec lui.
Je vous recommande bien sûr sa chaîne, puisqu'il parle de publicité, et surtout analyse ce qu'elles font sur notre cerveau et sur notre mental. Bref, que du bon. N'oubliez pas de m'aider à continuer toutes mes vidéos en allant soit sur Tipeee, soit sur Utip, pour me donner soit du temps, soit de l'argent. Il y a une promo au rayon soutien. Comme ça, je pourrais me racheter du café. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil. Bon, qu'est-ce que je bois maintenant? Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme,